Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les enjeux du billing dans le SaaS. Lucas Bédou, CEO et fondateur d'Hyperline. Monter un truc aujourd'hui dans le software avec le niveau de compétitivité qu'il y a, le nombre d'acteurs, etc. En fait, tu es obligé de te dire je vais me faire financer. Parce que c'est déjà tellement difficile et c'est déjà tellement cher d'y accéder que si tu le fais en fonds propres, tu es stressé tout le temps, tu dors pas la nuit, tu vas pouvoir investir dans le design, tu vas pouvoir investir dans le marketing, parce que c'est des somme de coûts énormes. Et donc du coup, la décision a été un peu prise, non pas d'un point de vue envie, mais en fait d'un point de vue, voilà, j'avais une étendue de choix et pragmatiquement, j'ai dit non, en fait, je vais plutôt aller dans cette direction-là parce que ce sera moins difficile. La mafia Spendesk est encore à l'honneur cette semaine avec Lucas, qui a lancé il y a 2 ans Hyperline. Une belle occasion de reparler des modèles SaaS et de la complexité liée au billing. Nous détaillons les modèles de facturation de start-up à scale-up, les attentes des investisseurs et le suivi des métriques. Lucas nous raconte sa levée auprès d'Index qui cochait un peu toutes les cases. Un knowledge en tech hyper vaste, un parcours 0 to 1, des débuts à l'hypercroissance et un côté deal-maker comme il faut. Nous évoquons l'open source qui connaît un regain d'intérêt dans le software comme Hugging Face ou Sysmo et de la trajectoire envisagée par la jeune start-up. Enfin, nous voyons comment Hyperline se positionne dans le CFO Stack qui connaît un fort développement ces 5 dernières années. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Lucas. Bonjour. Merci de me rejoindre pour enregistrer un épisode sur Hyperline. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de brièvement t'introduire à nos auditeurs, nous expliquer un peu ton parcours? On va essayer de faire bref. Donc moi je m'appelle Lucas, né en France il y a 30 ans, malheureusement. Ça va. Ouais. Non, ça va de moins en être moins. ta mère. Ça va de moins en moins. Je suis pas passé par la fac, j'ai eu mon bac, puis ensuite je suis allé bosser directement, ce qui a fait de moi un dev, parce que c'était un des seuls métiers où tu pouvais faire ta vie tout seul, quoi, sans avoir besoin d'un diplôme. En tout cas, à partir du moment où tu savais faire un site web à l'époque. Ce qui m'a conduit vers les startups à l'époque de The Family à Paris, etc., où je me suis rendu compte qu'on pouvait bosser dans des boîtes qui étaient sympas. J'ai bossé pour quelques startups à Paris, dont Lunettes pour tous, où j'étais au tout début. Je suis parti à Londres, j'ai fait un peu mes grades, je sais pas comment on dit en français, mes notes. Là-bas, côté management, engineering, etc., comprendre un peu mieux comment ça marche pour de vrai. Puis Spendesk en France, 5 ans, où quand je suis arrivé, on était une dizaine, et puis quand je suis parti, on était 500. J'ai eu la chance de m'occuper de l'équipe tech du début à la fin. Donc on l'a grandi de 3 personnes à 100 ou 120 avec le support client qu'on nous a donné à la fin. Et puis récemment, l'appel de l'entrepreneuriat était trop fort. Trop d'années passées en tant qu'employé. J'ai monté Hyperline en juin 2022, enfin le début officiel, juin 2022. Et puis les premiers employés sont arrivés en janvier 2023. Super, alors on reviendra dessus et puis sur aussi ton expérience chez Spendesk. J'aurais aimé qu'on s'arrête un petit peu avant sur le SaaS. J'ai couvert il n'y a pas très longtemps sur un épisode en anglais avec plutôt côté investisseur, avec Kenneth Partner, mais j'aurais aimé maintenant avoir ton son de cloche côté business pour comprendre en fait comment les modèles de facturation des SaaS ont un peu évolué au fil des années. C'est marrant, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Ah bon? Je suis pas très originale alors. Et la réponse, c'est que fondamentalement, ça n'a pas tant évolué que ça. T'as toujours, le SaaS, ça a vachement commencé. Alors, peut-être pas parler de 2005-2010, mais là, t'achetais encore Photoshop pour 3 000 € et puis tu l'avais toute ta vie. Mais en fait, depuis qu'on a inventé les modèles de subscription, donc fin des années 2005-2008, en fait, ça n'a pas tant évolué que ça. T'as toujours 50% des SaaS qui facturent par licence, tu vois. C'est un nombre d'utilisateurs, tout l'outil de collaboration, Office qu'on connaît tous, c'est un nombre par utilisateur. La suite Adobe, maintenant, c'est pareil. Donc de ce côté-là, ça a à la fois pas tant évolué que ça, et à la fois ça a aussi évolué avec les boîtes financées par les VC, notamment beaucoup, qui facturent de plus en plus sur des modèles un peu divergents, à l'usage, en fonction de ce que tu as consommé, etc. C'est des modèles de facturation qui sont fueled vachement par le fait qu'il y a du capital, il y a de l'argent, donc en fait on peut payer à l'usage maintenant parce qu'on regarde pas trop la facture en amont. On se dit c'est pas grave, on paiera ce qu'on paiera, et puis à la fin du mois on regardera les dégâts. Et en fait, il y a beaucoup plus de modèles comme ça, un peu variables, qui se mettent en place, mais qui, au fur et à mesure que les boîtes grandissent et donc ont un peu moins de capital illimité, ou en tout cas doivent faire un peu plus attention, reviennent finalement sur des modèles beaucoup plus plats, où on veut de la prédictabilité, on veut savoir combien on va payer tous les mois, etc. Donc ça évolue, mais en même temps pas tant que ça. Le fond reste le même, on ajoute un petit peu de décoration par-dessus, pour les petites boîtes notamment, pour essayer de prélever le maximum, mais finalement, dès qu'on est sur des contrats un peu plus gros,
ça revient systématiquement sur les trucs qu'on connaît, des contrats annuels, des engagements, des licences, etc. Si tu regardes, parce que toi tu l'as vu vécu de l'intérieur et avec Spendesk qui a grandi, les métriques qui étaient pertinentes au début du lancement versus celles qu'il y a maintenant, est-ce que tu pourrais nous faire un petit zoom sur ces métriques et nous expliquer à quel point c'est un élément critique pour des boîtes qui lèvent ? Ouais. En fait, la levée, si tu te poses du contexte d'investisseurs, enfin en tout cas des VC, parce qu'après il y a d'autres types d'investisseurs, mais sur les VC, eux, ce qu'ils veulent voir au début, c'est est-ce que cette boîte-là, elle va me faire x100, parce que leur modèle, il est basé sur un succès sur 10 ou sur 20. Et donc, du coup, x100, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils veulent qu'il y ait une adoption du produit. Donc, en gros, qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent et beaucoup de gens qui restent à l'utiliser. Donc, très peu de churn. Ils veulent qu'il y ait ce qu'ils appellent de la croissance. Donc, ça dépend du play que vous avez. Et si vous avez un réseau social, ça va être un nom d'utilisateur. Si vous avez un SaaS comme nous, ça va être du revenu, du nouveau revenu qu'on fait rentrer. Et ça, en fait, plus on grandit, plus les métriques vont différer. Mais au début, c'est très orienté finalement en croissance et ce qu'ils appellent en anglais la stickiness, donc le fait que les gens restent sur le produit et continuent à l'utiliser, parce que c'est un petit peu les deux choses qui vont prouver que la boîte va rester dans le temps, va perdurer dans le temps, que c'est pas juste un effet de mode où j'y vais, je me connecte et puis je reviens plus jamais. Donc au début, c'est vachement croissance-rétention, et plus on avance et plus ça va évoluer vers des métriques un peu plus financières, de plus en plus, où on va aller regarder un peu plus les marges, combien ça coûte d'acquérir un client ou pas, ce genre de choses, les masses salariales, etc. L'efficacité aussi, c'est-à-dire en fait combien de sales j'ai besoin pour faire rentrer un client, combien d'onboarding, etc. Donc en fait, ça dépend vachement de la taille de la boîte, mais c'est très centré sur les startups. Après, c'est ce dont on parle aujourd'hui quand même, mais c'est très centré sur les startups, ce genre de business model, parce que si on lance une boîte qui est financée par nous-mêmes, dès le départ, on réfléchit différemment. Mais les startups, c'est vachement croissance-rétention au début. Et quels outils sont utilisés par toutes ces boîtes pour calculer ces métriques ? Donc toute la partie revenu et la partie coût. Si on le savait. Non, mais nous, on bosse dessus parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu veux tes métriques au départ, tu as un Excel, qui est toujours le même tool qui supporte le monde entier. Bah oui, mais tu le sais, ça supporte la finance. Et aujourd'hui, les gens sont encore beaucoup sur Excel. Il y a quelques tools, tu vois, de BI, de visualisation, mais en fait, il te faut la donnée. Donc, tu vas utiliser ton CRM un petit peu, Salesforce, HubSpot, mais quand tu es petit, il n'est pas super bien configuré en général. Et dedans, tu n'as pas les métriques post-closing. Tu n'as pas les métriques de paiement, etc. Donc, tu as ton Penny Lane, tu as ton Salesforce, tu exportes un peu des trucs, tu regardes dans ton Excel. C'est pour ça que nous, on a décidé de le construire aussi sans faire notre pub spécialement, mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas ces métriques-là. Ils ne savent pas combien ils gagnent, ils ne savent pas quand est-ce que l'argent va rentrer, ils ne savent pas ce qu'ils ont comme prévisionnel sur l'année, ils n'ont pas leur churn non plus. Tu vois, c'est des métriques que tu ne suis pas du tout au début et un jour, le tu coût te rends compte que t'as un d'acquisition problème. également, c'est pareil. Jamais. Tu sais pas pour des boîtes évaluer ça. financées. Pour des boîtes financées, je parle. Hein. Ouais. Non, jamais. Avant la série A, la série B, tu regardes pas. Bah non. Okay. T'as une idée. Tu te dis, ouais, c'est à peu près ça. Au doigt mouillé. Ouais. Tu dis, bon, voilà, on a fait 3 calls avec ce client-là, on l'a onboardé, ça nous a pris 3 jours, bon, on a 3 000 €. Mais en fait, c'est complètement au doigt mouillé. Si t'as pas de churn, c'est pas grave, parce qu'au début, t'as LTV, donc ta long-term value, en fait, elle va compenser. Mais si t'as un peu de churn, ce qui est le cas de la plupart des SaaS, bah, en fait, faut quand même y faire attention. Mais en général, les invests demandent pas ça avant série A, série B, bien tassé, quoi. Selon le secteur, le type de boîte. Quelles ont été tes motivations et ensuite la North Star que tu as commencé à esquisser sur Spendesk, les motifs de départ de Spendesk ? Non, pour Hyperline. Ah, de début d'Hyperline. Non, je pense que sur Hyperline, je me suis beaucoup posé la question parce que Spendesk était une boîte. Donc, Lunettes pour tous, ce que j'avais fait avant, qui était une super expérience, c'était une boîte qui était financée en propre. Spendesk, ensuite, c'était du fonds d'investissement. Et donc, du coup, c'était deux approches de la croissance qui étaient très différentes. Je vais pas dire que j'ai pas apprécié l'hypercroissance, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de faire plein de choses, mais en fait, ça m'a quand même posé des problèmes un peu de priorité, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on optimise ? Est-ce qu'on essaie de créer une boîte qui va durer dans le temps, qu'on peut léguer à nos enfants, entre guillemets, ou pas ? Et là, c'est un peu finalement la décision que j'ai prise en partant sur Hyperline a été de dire, en fait, c'est déjà tellement compliqué de monter une boîte aujourd'hui. J'avais envie de monter quelque chose dans le software parce que c'est quelque chose que je connais, et en fait, monter un truc aujourd'hui dans le software avec le niveau de compétitivité qu'il y a, le nombre d'acteurs, etc., en fait, tu es obligé de te dire je vais me faire financer. Parce que c'est déjà tellement difficile et c'est déjà tellement cher d'y accéder que si tu le fais en fonds propres, tu es stressé tout le temps, tu dors pas la nuit, tu vas pouvoir investir dans le design, tu vas pouvoir investir dans le marketing, parce que c'est des centres de coûts énormes. Et donc, du coup, la décision a été un peu prise, non pas d'un point de vue envie, mais en fait d'un point de vue, voilà, j'avais une étendue de choix et pragmatiquement, j'ai dit, non, en fait, je vais plutôt aller dans cette direction-là parce que ce sera moins difficile. Ok. Alors, les pains dont tu es parti, c'était très clair dès le départ ou pas ? Le pain était très clair. Je pense que ce que j'avais pas compris à l'époque, c'était l'enjeu de distribution derrière le pain, qui est pas forcément évident. Le pain est très clair parce qu'en fait, moi, j'avais implémenté 3 ou 4 tools de billing avant, donc je savais très bien ce qui ne marchait pas. Après, il y a une énorme marche entre savoir ce qui marche pas
et faire quelque chose qui fonctionne et qui est vendable. Ça, c'est ce que j'ai compris sur les 2 dernières années. Mais par contre, le pain était très clair. Parce qu'il y avait déjà des acteurs. Les plus connus, il y a Ray Curly, Chargebee, pardon, qui sont très connus, qui sont là depuis très longtemps, qui ont, j'imagine, un taux de pénétration qui est élevé. Pourquoi est-ce que eux n'avaient pas résolu ces pains? C'était quoi précisément C'est un peu, je vais te donner une image, mais c'est un peu, s'il y a qu'un McDo dans ta ville, est-ce que ça va pour tout le monde? Je pense pas. Chargebee et Ray Curly, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ces outils qui résolvent le pain d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils te donnent à manger, comme McDo te donne à manger, mais sauf que toi, selon tes besoins, ça complète pas forcément tout. Chargebee et Ray Curly, c'est des outils qui sont extrêmement longs à intégrer pour les devs. Les devs aujourd'hui, alors il y a eu un temps en 2021 brièvement où on avait tous beaucoup d'argent, donc en fait on avait plein de devs et c'était pas grave, mais on est revenu dans le monde réel et en fait les devs ça coûte extrêmement cher. Un dev senior chargé, ça coûte 140 000 € par an. Enfin c'est énorme et donc du coup t'as pas envie qu'ils bossent sur Chargebee pendant 6 mois parce que Chargebee ça te donne aucune valeur compétitive par rapport à tes concurrents, par rapport à ton marché, etc. Donc en fait c'est des outils qui sont très loin intégrés, qui sont très rigides, qui à force ont dû gérer 4000 fois des edge cases pour chaque client et qui du coup ont créé un système qui est malheureusement trop complexe. Et parfois, on connaît tous ce truc-là où en fait, on a envie de repartir un peu de zéro. Tu vois, faut être un peu minimaliste pour pouvoir reconstruire la chose de la bonne manière. Je pense qu'on l'a tous fait sur des choses dans notre vie personnelle. À la plage, on fait un château de sable et puis tout d'un coup, il est pas beau, on enlève tout et on refait de zéro plutôt que d'essayer de remettre des tours dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, il résolvait le problème d'une manière qui n'était pas optimale pour le monde d'aujourd'hui. Et en fait, on ne dit pas qu'il ne le résolvait pas. Simplement, on dit qu'on peut le résoudre mieux, mais il fallait repartir d'une feuille blanche. Et en fait, on l'a prouvé parce qu'en un an, on a sorti un produit qui est hyper compétitif par rapport à eux et ils ont mis 10 ans à construire le leur. Et c'est pas parce qu'on est extraordinaire, c'est parce qu'en fait, juste, on est parti avec des connaissances différentes, une manière de voir les choses différentes aussi, et ça change tout. Super, alors tu dis on. Toi, t'es parti tout seul. Tu t'es associé. Comment est-ce que ça s'est passé? Ouais, en fait, je suis parti tout seul parce que moi, il y a un vrai côté où c'est comme un mariage, ça marche pas toujours. Et je pense que personne se marierait avec quelqu'un qu'il a rencontré il y a 2 semaines. Enfin, ça viendrait pas à l'idée de la majorité des gens. Et il y en a beaucoup qui le font pour une boîte, par contre. Ils rencontrent un cofondateur, notamment les gens business qui cherchent un CTO. Ils vont le rencontrer, ils vont bosser 2 semaines ensemble dans un WeWork et ils vont partir dans une aventure où ils vont être tous les jours ensemble. 8 heures par jour, à prendre des décisions hyper complexes, à gérer des problèmes humains, des choses qui peuvent être vraiment importantes. Et pour moi, c'est juste impensable. Au même titre que je me marierais pas avec quelqu'un que je connais depuis 2 semaines. Donc, à l'époque, il y avait personne dans les gens que je connaissais très bien et en qui j'avais confiance qui était disponible parce qu'ils avaient leur boîte, parce que c'était pas le bon moment pour leur vie. Et donc, du coup, plutôt que de ne pas y aller, j'ai décidé d'y aller tout seul. J'avais pas envie d'errer dans les WeWork pendant 1 an en cherchant un cofondateur, tu vois. Donc j'ai décidé d'y aller tout seul. J'avais la chance de pouvoir construire mon produit étant un peu dev, ayant quelques notions de design, etc. Je pouvais faire la base. Et donc le choix a été d'y aller tout seul et les invests m'ont fait confiance à l'époque aussi. Et ensuite j'ai effectivement post-associé entre guillemets Clément qui est notre CTO, qui m'a rejoint, qui était quelqu'un que je connaissais très bien de Spendesk, qui avait besoin d'un peu plus de temps pour rejoindre l'aventure à l'époque, qui a rejoint un peu après, on avait déjà levé et tout, mais qui est arrivé en janvier, donc en février je crois. C'était vraiment sur base de ce que toi t'avais développé? Alors au départ j'avais pas de Index, c'est ça qui est j'ai Index, entre autres. Non, au départ j'avais pas de produit, en fait moi j'étais en vacances. Et je m'ennuyais pendant les vacances, donc j'avais fait un petit MVP vite fait. Mais en fait, les VC, ils veulent pas voir de démo, ça ne les intéresse pas. Enfin, si la démo est pas suffisamment avancée, parce qu'ils peuvent pas se projeter, tu vois, moi j'avais une API, j'avais 2-3 trucs, mais ça marche pas pour eux. Donc non, moi à l'époque, j'avais une vision, mais en fait, j'avais écrit une note Notion où je détaillais ce que je voulais faire, pourquoi je pensais que c'était intéressant. Et la note, d'ailleurs, je pense que je la rendrai publique un de ces jours, mais elle est toujours vraie 2 ans après. Il y avait, la plupart des choses que j'ai mis dedans étaient vraies. Donc ça me fait quand même un peu plaisir. Et, c'était en gros ta wishlist? Non, c'était un manifesto. C'est en fait pourquoi il y a un problème, comment on va le régler et où est-ce qu'on va amener ce projet-là. Et en fait, je pense qu'ils ont acheté à la fois moi, d'un point de vue, pas moi, Lucas, mais moi, le fait que j'étais un dev qui sache un peu m'exprimer, qui sache parler, qui avait ce qu'ils appellent un commercial acumen, un business acumen. Spendesk qui était une belle histoire aussi, Lunettes pour tous qui était une belle histoire aussi. Et le fait que j'avais l'air motivé. Enfin voilà, j'étais pile dans la bonne zone pour eux. Index est venu dans un second temps. On a fait un premier tour avec des angels très rapidement en juillet, et puis Index est venu dans un second temps. Mais chez eux, ça n'a jamais été une question que je sois tout seul. Enfin, ils ont dit le mec s'est recruté, il va se débrouiller. Oui, puis tu avais, comme tu disais, ton expérience Spendesk. Qu'est-ce que, si tu devais, j'aime bien toujours faire ces petits retours en arrière, identifier peut-être 3 éléments que tu emportes dans ta valise Spendesk en termes de scaling, en termes de culture, des choses qui te marquent et que tu essaies de reproduire pour ta boîte. Je pense qu'un truc que j'ai fait, qui était très Spendesk sans m'en rendre compte, j'ai pris les 2 premiers employés d'Hyperline, en dehors de Clément,
c'est des gens qui sont, entre guillemets, très juniors, avec tout le respect que je leur porte, ils sont super forts, mais qui sortaient soit d'écoles d'alternance, d'un stage, voilà, qui ont été diplômés en 2023, je crois. Et je les ai pris, eux, d'ailleurs, qui sont avérés des super recrutements, donc le designer Thomas et Victoria, ma founder associate, parce que Spendesk, on était un groupe de gens qui avaient 25 ans à l'époque, qui n'avaient rien compris à la vie, en tout cas pas tout, mais on était surmotivés. C'est l'avantage, tu vois. Et c'est exactement ce que je me suis dit à l'époque. Je me suis dit, je vais reproduire ça parce qu'il va y avoir une ambiance qui va être bonne, il va y avoir une super culture, un esprit un peu de communauté et une motivation de fou parce qu'en fait, t'as tout à prouver quand t'as 23, 24 ans, 25. T'as tout à prouver encore. T'as rien fait, t'es pas hyper senior, t'as pas de famille, t'as pas machin. Et donc, t'es dans le truc où ta seule obsession, entre guillemets, c'est d'aller voir tes potes et de bosser le reste du temps et de faire une belle boîte, tu vois. Ça a été le premier truc que j'ai récupéré de Spendesk. Je pense que le second, c'est un côté très data, où en fait, on a de la donnée dès le départ, on a eu des reporting dès le départ, on a regardé notre pipe dès le départ. Je sais pas, Spendesk avait ce côté très analytique, en tout cas certaines parties de Spendesk que j'ai gardées. Et après, il y a des trucs que j'ai à l'inverse, quoi, où c'est plutôt, j'ai dit, bah non, ça en fait, je le reproduis pas. Par exemple, trop recruter. Spendesk a beaucoup recruté très vite. Et ça, par contre, on a été beaucoup plus. Quand je vois des boîtes de notre taille qui ont levé la même chose que nous, elles sont le double de nous aujourd'hui. En général, ils sont entre 15 et 20. Nous, on était 9 jusqu'à il y a un mois. Et tu penses, parce qu'en termes de mauvais recrutement, en termes de capacité d'intégration et de digestion de tous ces effectifs? Ouais, c'est un tout. Dès que tu ajoutes une personne, tu ajoutes de la complexité. Tu ajoutes une personne de plus avec qui communiquer. Tu ajoutes une personne de plus à aligner avec la vision de la boîte. Tu ajoutes une personne de plus à intégrer. En fait, croire qu'on avance plus vite à 10 devs qu'à 5 devs, c'est pas forcément vrai. Ça dépend vachement parce que quand t'as 10 devs, il te faut un PM. Quand t'as 10 sales, il te faut un ops. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs comme ça qui créent de la friction en interne. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'être agile au maximum. Moi, ma base, c'est un peu de me dire si je prends une décision le matin, à 10h, elle est appliquée, quoi. Et ça permet d'être hyper agile sur le départ. On en a eu besoin pour itérer. Spendesk, au début, était petit, hein, mais après, on a grandi très, très vite et on a senti que tout s'est vachement rigidifié. Chacun personnellement se sentait un peu moins responsable des choses puisqu'il y a tellement de gens autour. Ouais. Donc ça a été un peu la vision de se dire on sera toujours la moitié de notre concurrence. Ça ne nous empêche pas de faire les mêmes produits, mais on sera toujours la moitié des concurrents, quoi, en nombre. En revanche, à l'inverse, des choses que tu envisages, une vision que tu envisages différemment, maintenant que c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui dois prendre les décisions compliquées. Est-ce qu'il y a des éléments où tu dis merde, finalement, ça c'était pas aussi facile que non? Plein. Je vais pas dire que j'avais déjà énormément de respect pour Rodolphe, qui est le CEO de Spendesk que tu as eu en 2021, mais j'en ai encore plus aujourd'hui. Faut pas qu'il entende ça, mais j'ai eu tellement de débats avec lui sur des trucs, mais certains que je considère toujours valables, et certains, en fait, où avec le recul, je me dis, mais t'avais une vision vachement centrée sur ton monde à toi, sur certains trucs. Et je pense notamment sur les décisions humaines, c'est-à-dire qui est compétent, qui ne l'est pas, comment régler les sujets interpersonnels entre tes employés, tu vois. Moi, j'avais toujours l'impression que Rodolphe me demandait à moi de faire des efforts, mais en fait, non, c'était une demande commune la majorité du temps. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je changeais d'avis, sur la stratégie aussi. C'est-à-dire, je comprenais pas parfois pourquoi Rodolphe réfléchissait de manière un peu simple sur certains problèmes en me disant mais ça c'est évident que ça veut pas marcher, il a pris un Excel, il a fait un plan mais ça a pas de sens, et en fait bah moi je fais le même plan et puis je me dis bah oui mais je comprends pourquoi je le fais en fait, je sais bien que ça, je peux dire que ça n'a pas de sens, mais je sais que c'est pas un plan exact, mais on a besoin de ce plan sinon on va nulle part, tu vois. C'est un peu ce genre de choses où ouais bah j'ai un métier différent maintenant donc j'apprends tous les jours. Super. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que vous avez développé, des types d'intégration que vous avez déjà en place? Ça ressemble à quoi votre plateforme maintenant? Ouais, donc Hyperline, c'est une plateforme, ce qu'on appelle quote to cash. Donc en gros, on va de l'émission d'un devis depuis ton CRM pour une équipe. Donc déjà, on s'adresse aux startups en général. Hein. C'est plutôt aux boîtes tech qui ont une équipe sales, un CRM, voilà, des clients, etc. Donc on est entre le devis depuis le CRM, donc on a les intés Salesforce, HubSpot, les CRM de manière générale, dans lesquels les sales peuvent manipuler Hyperline. On a toute une partie back-office, nous, où les équipes financières, notamment les équipes Ops, peuvent configurer leur catalogue de produits, de prix. Tu vois, si tu as des prix par pays, des prix en fonction de, je sais pas, du type d'usage que tu as, etc. Les abonnements, on gère la facturation, donc toute la légalité de la facturation, tout ce qui est e-invoicing, notamment en Europe, qui est un peu relou. Et le prélèvement derrière. Donc nous, on n'est pas processeur de paiement, mais par contre, on orchestre les processeurs de paiement. Donc on te permet d'avoir ton Stripe, ton GoCardless et de pas faire ces intés-là. C'est-à-dire que toi, t'as pas à gérer les cartes, t'as pas à gérer les mandats. C'est nous qui les gérons pour toi. Et toi, en fait, tu n'as pas à t'occuper de qui paye comment et pourquoi. On te donne une interface unifiée à tout ça. Donc quote ou revenu collection, et après on ajoute quelques petites choses par-dessus, des choses comme les relances, tu vois, le billing à l'usage avec l'ingestion de la donnée, etc. Tous des trucs pour juste rendre ton expérience plus simple et l'intégration plus rapide de manière générale. Vous n'êtes pas parti en mode open source, comme non. C'est de plus en plus non du tout. Pas à la mode, mais il y a quand même, je pense à Formance que j'avais eu, que tu connais
bien, j'imagine. Client Hyperline. Anne Civil. Oui, qu'on connaît bien, Anne Sibyl. Moi, je pense que l'open source, c'est bien. Alors, il y a deux problèmes avec l'open source. Je vais commencer par les problèmes. Le premier, c'est que tu es en concurrence avec ton propre produit gratuit. C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que quand tu vends un truc open source, les gens te disent « Ouais, mais peut-être que je peux utiliser ton truc gratuit. » Donc, si tu mets ton prix très haut, etc., ça peut créer des problèmes. Et il y a plein de grosses bases de données, ClickHouse notamment, qui ont eu des problèmes avec ça. En fait, elles n'arrivent pas à vendre la version privée. Donc il y a cette compétition-là. Et après, il y a le deuxième côté, c'est qu'en fait, quand tu es open source, tu dois optimiser pour des métriques open source. Tu dois optimiser pour des stars sur GitHub. C'est super d'avoir plein de stars sur GitHub, mais par contre, ça ne te rapporte pas beaucoup de clients. Et donc, du coup, moi, je voulais pas qu'on se défocus sur ces côtés-là. Et je pense en plus que l'open source fonctionne très très bien sur les sujets qui sont intéressants pour les devs. Et je pense que le billing, les devis, l'invoicing, la facturation, c'est pas intéressant pour les devs. Ils se prennent le projet parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont envie de bosser dessus 2 semaines parce qu'il y a un peu de données, c'est sympa. Mais dès qu'on rentre dans le détail, faut gérer les TVA, les coupons, les machins, ils n'ont plus envie du tout. Et moi, c'est ce que j'ai vachement ressenti chez Spendesk. Et du coup, on a décidé de ne pas aller sur de l'open source parce que je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Je sais qu'on a des concurrents qui le font. Je pense que c'est pas la bonne façon de faire aujourd'hui. Ok. Alors, tu parlais des solutions qui existent sur le marché, qui sont plus anciennes. Comment tu qualifierais la flexibilité de votre solution ? En quoi c'est plus flexible ? En quoi c'est adapté aux besoins actuels de ces boîtes tech ? Je vais te donner un exemple. On l'a mis en plus, tu me l'as mis dans la note de préparation. On a un client qui s'appelle Gladia. Gladia. On dirait que c'est notre seul client, on a Gladia. Non, écoute, c'est celui qui est mentionné. Je sais pas. Ouais, on a des customer stories. Il y en a très peu des customer stories. Ah, sur les customer stories, il y en a peu. On est en train d'en faire d'autres. Il y en a plein sur le site. J'ai quand même bossé. Il y en a plein sur le site. J'ai même des VC qui trouvent des clients qu'on n'a pas mis sur le site pour les appeler, pour leur dire est-ce que c'est bien, ils parlent. Non, Gladia, si tu veux, je vais te donner un exemple. Gladia, ils ont un billing à l'usage. Donc en fait, ils price en fonction du nombre de minutes. Donc Gladia, c'est une API qui transcrit de l'audio en texte. Et en fait, ils ont un pricing en fonction du nombre de minutes d'audio transcrites en texte, ou du nombre de secondes. Et en fait, selon les deals qu'ils vont signer, la plupart des gens, ils sont en pay as you go. En fait, c'est facile. T'envoies un nombre de secondes et t'es billé pour le nombre de secondes. Mais certains ont des beaucoup plus gros volumes et du coup, tu peux pas les biller comme ça. Donc, t'as un nombre de secondes qui est préétabli, par exemple. Mais lui, c'est tous les trimestres, alors que l'autre, c'est tous les ans, alors que l'autre, c'est tous les 2 ans, etc. Et en fait, tout ça, chez nous, ils peuvent le faire depuis l'interface. C'est-à-dire que le dev a fait une fois l'intégration et ensuite les sales, ils peuvent gérer toute cette complexité de cas d'usage là directement chez nous parce que nous, on enregistre la data brute dans Hyperline directement, donc les calls API, et ensuite derrière, ils peuvent gérer tout le billing par-dessus sans avoir besoin de demander au dev de refaire le calcul au trimestre, de sauvegarder la date à laquelle il faut facturer, etc., etc. Et en fait, ça c'est un exemple, mais c'est un exemple de cas où avec ChargeBeer et Curly, les devs auraient dû refaire une inté pour chaque cas particulier de chacun de leurs clients. Donc chaque client Gladia qui n'a pas un truc en pay as you go aurait dû avoir une intégration dev différente. Et en fait, nous, du coup, les sales sont hyper autonomes, les devs bossent pas dessus. Le dev de Gladia, il a pas touché au billing depuis 6 mois, tu vois. Alors que sinon, il aurait dû y toucher tous les jours. Ça, c'est un exemple qui est très lié sur l'usage. Il y a la même chose sur tous les trucs. Mais en fait, c'est vraiment une question de est-ce que j'enlève du code chez toi en ayant la logique dans mon interface. C'est ça qu'on essaie de faire au maximum. Alors, votre persona, c'est plus le dev ? Non. C'est qui ? C'est l'ops, le financier. Non, mais justement, c'est aussi pour ça que je fais pas de l'open source. Il y a très peu de devs dans les process. Okay. Le dev, c'est un champion. C'est-à-dire qu'il peut adorer le produit. On a des devs qui adorent le produit. Un qui se reconnaîtra, c'est Robin de Swapcard qui, depuis le début, nous teste toutes les features dès qu'elles sortent, etc. Il est plus au courant que moi des features qui sortent d'Hyperline, je pense. Mais en fait, il y a des devs qui nous aiment beaucoup et donc eux, ils nous poussent en interne. Parce qu'en fait, ils adorent l'API, ils adorent la doc, ils adorent le produit, je sais pas, il y a des trucs qu'ils aiment bien. Mais nous, on vend essentiellement au directeur financier. Donc, on a un produit qui est très finance ops au final. On parle beaucoup de facturation, on parle beaucoup de revenus, de outstanding revenus, de balance AG. Tu vois, on a vraiment des concepts très métiers finance. Et en fait, nous, on va financer Ops globalement. Et le dev, il faut qu'il nous valide. Il faut qu'il mette son petit tampon de je pourrais intégrer, il n'y a pas de souci. Il y a quelques boîtes qui sont dev first, mais la majorité de nos clients, c'est plutôt CFO. Et d'ailleurs, on fait beaucoup d'événements dans ce sens-là, plutôt Ops CFO que dev. Et vous êtes dans une logique pour l'acquisition de tous ces nouveaux clients ? C'est quoi votre logique d'acquisition ? Nous, on a beaucoup, je pense que c'est la grosse différence avec la compétition aussi, notamment sur les nouveaux acteurs qui sont sur le marché aujourd'hui. On a beaucoup investi dès le début dans la brand. On a une brand qui est quand même assez... Voilà, elle est différente. On a un logo carré, on a un site avec plein de... Voilà, il y a du rose, il y a des choses un petit peu. Donc, on a choisi dès le départ de se positionner très fort. On poste beaucoup sur LinkedIn, on a sorti plein de side projects. Donc, on a essayé d'investir dès le début dans l'inbound et c'est aujourd'hui 80% de notre volume. Hein. C'est des sign-ups sur le site. En fait, la preuve que ça marche. Hein. Donc, nous, aujourd'hui, c'est majoritairement sur ça. On est en train de développer un peu le muscle outbound. Donc, on a recruté un peu du sales, etc. pour appuyer un peu cette inbound-là. Je pense qu'à terme, on essaiera d'avoir 50-50. Et des offres communes, parce qu'il y a quand même énormément de packages, de CFO stack, je pense de partenariats. de partenariats. Et
De quel style ? On en a avec les PSP notamment. On a des super partenaires, Molly, Airwalex, GoCardless, voilà. Peut-être un jour Stripe, s'ils acceptent de nous répondre, je lance le truc. C'est le seul qui nous a jamais répondu. C'est vrai ? Ah ouais. Après, on a un partenariat produit, mais pas sur le reste. Après, on est aussi partenaire, par exemple, avec Fincom, qui a un produit qui est finalement une extension du nôtre. Et qui nous permet du coup d'avoir de l'analytique par-dessus Hyperline sans nous en faire trop chez nous. Ça, c'est des partenariats qui sont intéressants pour nous, qu'on creuse avec les CRM aussi, les nouveaux Atio par exemple, tu vois, qui sont des outils qui sont un peu du même âge que nous ou au même stade que nous et qui ont tout intérêt, qui vendent un peu la même chose que nous, c'est-à-dire une simplification des expériences sur des produits assez communs. Atio, c'est le CRM, nous, c'est le billing. Donc on a pas mal de partenariats avec finalement cette typologie de boîte là, donc les acteurs qui sont autour de nous, et après on va avoir des partenariats plutôt d'intégration avec du Pennylane, du AJCAP, voilà, des outils qui sont en bout de chaîne par rapport à nous. Je pensais à ça en fait. Ouais, Pennylane, on est sur la marketplace depuis 3 semaines. Super. Voilà. Bravo. Lucas, en termes d'évolution de produits, j'aimerais bien que tu partages avec nous votre roadmap. La roadmap détaillée. Non, peut-être pas, mais non. Elle n'est pas disponible en ligne d'ailleurs. Déjà, non, elle n'est pas disponible en ligne. Mais alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'une boîte de notre taille, si elle veut être agile, elle n'a pas sa roadmap qui est prête à très longtemps. Donc, il y a une vision produit, il y a un endroit dans lequel on a envie de l'amener, mais les features elles-mêmes, elles sont changeantes. On peut très bien. Là, on a prévu des trucs pour août. Bon, c'est très possible qu'on les fasse pas en août. Peut-être qu'on les fera en juillet. Oui, voilà, c'est possible. Non, mais c'est possible. Nous, globalement, on a 3 enjeux sur le produit. Un enjeu qui est l'intégrabilité, donc il faut vraiment qu'on se connecte avec un maximum d'outils, notamment sur des géographies et des tailles de boîtes qu'on n'avait pas encore. Donc on commence à avoir des boîtes de plus en plus grosses, elles en est 8. On commence à avoir des géographies différentes, on a les US beaucoup maintenant, on a des pays en Europe, on a l'Asie aussi. Et donc du coup c'est des logiciels qui sont totalement différents à intégrer, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Donc il faut qu'on étende la stack vachement. Moi j'aimerais bien que dans un an on soit intégré à tout, quoi. Enfin, vraiment que toutes les bases soient faites. Mais là en juillet on va faire beaucoup les logiciels comptables notamment. On a une deuxième partie qui est la partie finance. Donc ce que j'appelle finance, c'est tout ce qui est revenu recognition, c'est la pré-compta en fait. C'est-à-dire c'est d'avoir des données sur ton business financièrement pour éviter d'avoir à mettre dans ton Excel toutes les données de ton Pennylane et à devoir retraiter tout pendant 6 mois. La revenu recognition, c'est vraiment un enfer pour la majorité des financiers qui nous occupent. Nous, l'idée, c'est vraiment de le faire dans le produit directement avec une interface dédiée. On a toute la donnée, en fait, on s'est rendu compte. Tout le monde en a besoin. Dès que tu dépasses 10-15 millions de revenus, tout le monde en a besoin. Donc il y a cet élément-là où, entre guillemets, professionnaliser complètement le produit pour les financiers et vraiment aller au bout de cette démarche-là, qui est d'offrir un produit qui est correct niveau métier. Et puis après, on va certainement aller sur le paiement, avec des comptes, avec du processing, à minima en marque blanche. On verra exactement si on s'aventure sur ce sujet-là demain. Mais on va mettre de la stack financière derrière, parce qu'en fait, plus on capture de flux, plus on a la main sur ce qui se passe, plus on a d'informations aussi, et plus on peut te donner d'insight et d'aide, en fait. Ouais. Donc ça va être un peu les 3 gros sujets d'ici la fin de l'année. Plus SOC 2 et ISO 27001 qu'on est en train de passer là et qui... Good luck. Ouais. Non, mais ça fait 3 mois déjà. Là. Non, même depuis janvier qu'on est dessus. Donc on arrive au bout. SOC 2 type 2 ou type 1 ? Type 2. Ah, en plus ? Ouais. Écoute, on vend à des institutions financières, on vend à des gros acteurs. Voilà, c'est compliqué. Super. Écoute, c'était top. Merci. Straight to the point, j'ai envie de dire, pour résumer. Lucas, comme tu sais, je demande toujours, c'est très égoïste, une recommandation d'un ouvrage ou d'un podcast. Alors, qu'est-ce que tu me recommandes ? Nous recommandes. C'est une bonne question. Moi, les ouvrages, je déteste les livres business. Donc, non, un podcast que j'écoute régulièrement, que j'aime beaucoup, c'est celui de Andrew Huberman, qui est sur Spotify, qui est un... Je veux pas dire de bêtises, sinon je vais me faire rattraper, mais qui est un pseudo-chercheur américain qui fait des podcasts long format sur des sujets du quotidien, l'alcool, le sommeil. Bon, il est aussi avocat des bains froids et autres trucs. Voilà. Huberman Lab. Ouais, les Huberman Labs, effectivement. Et lui, moi, j'aime beaucoup. Je trouve notamment sur le sommeil, il m'a vachement fait réaliser des choses. Sur l'alcool, bon, ça faisait longtemps que j'avais réalisé, mais je pense qu'il t'augmente ta culpabilité pas mal. Il est hyper intéressant et je recommande à tout le monde d'écouter, même si c'est 3 heures, c'est long. Ouais. Je recommande à tout le monde d'écouter. Ouais, c'est mes sorties longues. C'est ça, exactement. Tu fais ton marathon, t'as le temps d'écouter un podcast. Voilà. Exactement. Merci Lucas. Avec plaisir. Et bon voyage. Tu nous quittes là. Oui, pas très loin, je vais dans le sud. Ça marche, salut. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.